bienvenue dans un nouvel épisode de la reprog pour les nuls, épisode 2. Alors, suite à l'engouement du premier épisode, je pensais vraiment pas. En fait, je l'avais fait un petit peu pour tâter le terrain, il y en avait pas mal qui me demandaient des infos. Et je m'étais dit que j'allais faire du coup une vidéo pour voir comment ça allait être pris, comment ça allait intéresser, etc. Et j'ai été agréablement surpris parce que déjà, elle a plu à beaucoup de monde. Donc ça, c'est top. Deuxièmement, j'ai pu voir aussi que le niveau global de compréhension et des moteurs était assez élevé sur cette chaîne. Donc je suis fier de ça, je suis fier de vous, bravo à tous et merci. Parce que c'est exactement ce que je voulais, une communauté de passionnés, de mecs avec qui on peut discuter des problèmes un petit peu intéressants et pointus. Donc, c'est avec plaisir que je vais vous présenter l'épisode 2. Petit update, j'ai vu, donc la première vidéo était très longue, un peu plus de 30 minutes, avec une durée moyenne de visionnage de 10 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des épisodes plus courts pour éviter de perdre les gens puis de vous saouler aussi parce qu'il y a beaucoup de blabla, donc voilà, donc on va pas trop s'étendre. Donc je vais faire des épisodes plus courts, mais je détaillerai bien comme il faut chaque étape, tout ce que je détaille. Avant de commencer les futures explications, je vais répondre un petit peu aussi à quelques questions qui avaient été posées en commentaire donc de la précédente vidéo, dont une à laquelle je ne savais pas répondre. Et la question était pourquoi on cherche un AFR de 14,7 sur mon afficheur lambda alors qu'on est à l'éthanol, sachant que l'AFR de l'éthanol est aux alentours de 9 et quelques, je crois. Il y a un mec, Sébastien Gillet, bravo à toi, merci, qui nous a amené la réponse, qui a su mettre les mots sur nos interrogations et qui dit, je cite, « C'est l'afficheur qui est calibré pour du SP98. En réalité, quand il y a une valeur lambda de 1, ce qu'on cherche peu importe le carburant, il va indiquer 14,7. En fait, l'afficheur fait la conversion. En cherchant lambda 1, ça marche pour n'importe quel carburant et c'est juste que là, il est calibré pour du SP98. Donc merci pour cette réponse parce que c'est très intéressant et je ne savais pas l'expliquer. J'avais la réponse mais je ne savais pas pourquoi. Deuxième truc, et putain les gars, j'essaye vraiment de détailler, comme je vous explique, là moi je vous donne mes connaissances pour mon projet. Il faut savoir un truc, c'est que je n'ai jamais touché un moteur diesel de ma vie et j'espère que ça n'arrivera jamais parce que tout simplement j'aime pas trop ça quoi, donc chacun son truc. Donc je ne connais aucun réglage pour les diesels, je suis vraiment incompétent. Je répète, je ne sais pas communiquer avec les calculateurs d'origine. Je ne peux pas me brancher avec un calculateur d'origine avec mon ordi. Je ne peux pas modifier de carto avec MS Tuner Studio autre que celles qui sont prévues pour le boîtier Kadata. Donc désolé pour tous ces gens, mais voilà, ça je ne sais pas faire. Encore une fois, je vous montre des analogies, je vais mêler pratique et théorie, donc ça me permet de détailler chaque chose, mais je ne vais pas vous détailler ce que je ne connais pas, donc désolé. Je vous ai fait, messieurs, dames, parce que je suis un artiste et que je veux vous faire plaisir. Je ne suis pas dessinateur, mais j'ai essayé de vous faire un joli petit schéma que vous allez pouvoir voir ici et qui n'est rien ni plus ni moins que mon moteur M50 Turbo sur papier. Donc pourquoi je vous ai fait ce dessin? Parce que il y a encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir s'amuser avec les cartos. Je vous l'ai montré parce que la semaine dernière j'étais allé essayer la voiture, on était deux donc ça me permettait d'avancer. Mais avant de pouvoir aller mapper comme on veut, on va d'abord s'assurer d'être en toute sécurité. C'est le maître mot en fait de tout ça parce que on veut prendre le moins de risques possible pour son moteur, pour soi et parce qu'on n'a pas envie d'anéantir tout le travail qui a été fait. Donc je vais décomposer ça en deux grosses parties. La première qui va être les sécurités mécaniques et qui va me permettre également de répondre à une question d'un abonné qui me disait comment on fait pour gérer la pression turbo. Donc la pression turbo, elle se gère en fait grâce à deux éléments. C'est la wastegate, je vais vous l'expliquer juste en dessous,
et la dump valve. Donc rapidement je passe sur la dump valve. La dump valve va vous servir en fait à évacuer le trop plein d'air comprimé lorsque vous levez le pied. Quand vous levez le pied, le papillon il va se fermer, et sauf que votre turbo il continue à tourner et il continue à envoyer de l'air. Et ce qui fait que quand on ferme ici, tout l'air comprimé qui arrive par ici va vouloir avoir tendance à faire tourner la turbine compresseur dans l'autre sens, et donc c'est pas bon. Donc en fait on va faire une mise à l'air libre, la dump valve, qui est reliée au collecteur d'admission et qui permet justement donc une fois qu'il est en dépression quand le papillon se ferme, parce que il y a un phénomène de succion, et ben ça permet à la dump valve de s'ouvrir et donc d'évacuer le trop plein d'air comprimé. Pour ce qui est de la wastegate, qui est représentée juste ici, donc elle est sur le collecteur d'échappement, elle est juste à côté, enfin juste avant le turbo. Parce que donc, comme on le sait tous, donc les gaz d'échappement vont venir faire tourner la roue échappement du turbo, qui est relié donc par un axe à la roue compresseur. Là on a l'air de l'admission, l'air d'extérieur qui arrive, et donc on va comprimer de plus en plus. Sauf que vos gaz d'échappement, eux, ils s'arrêteront jamais de sortir et le débit va être de plus en plus important jusqu'au rupteur. Et donc ça va nous faire tourner la roue du plus vite qu'ils peuvent. Et sauf que il ne sait pas à quelle pression il doit arrêter. Et lui, s'il peut faire prendre 2 barres au turbo, il le fera sans problème. C'est pour ça qu'on a une soupape de décharge qu'on appelle la wastegate, et qui, elle, va avoir pour rôle de s'ouvrir quand on s'approche de la pression maximum qu'on veut atteindre. Pour nous, 1 bar. Donc je vous avais fait un petit schéma ici en zoomé de la wastegate qui s'ouvre, mais je vais vous le faire en beaucoup mieux. Parce que je pense que c'est important, hein. Ça peut paraître long et chiant, mais c'est vraiment important de comprendre le fonctionnement de chaque pièce, parce que ça va nous permettre par la suite de détecter plus facilement les problèmes en fonction des symptômes qu'on aura. Parce que déjà, on va le protéger mécaniquement et après on va le protéger électroniquement. Mais déjà, pièce mécanique, ça c'est la base pour ne pas risquer de flinguer son moteur. Donc voici une wastegate qui est zoomée. Ça, c'est l'arrivée des gaz d'échappement, donc sortie de vos cylindres. Là, vous avez de l'air chaud qui est fait pour aller entraîner votre turbo, ou à défaut, lorsque vous êtes proche de la pression maxi, qui va être redirigé soit à l'air libre ou soit dans le downpipe, comme moi j'ai fait sur mon 325. Donc, comment ça marche? On a notre turbo qui est ici, et je vous ai représenté un petit piquage de pression ici, qui est relié à la wastegate. J'ai mis le boost controller, mais pour l'instant on va s'en affranchir, c'est juste une petite précision, ça va faire partie des sécurités électroniques, mais pour l'instant on n'en a pas besoin pour comprendre le fonctionnement de la wastegate. Ce qui va se passer, c'est que donc votre air extérieur va arriver, il va rentrer dans le turbo ici, il va être comprimé, et là il va partir sur votre piping intercooler. Donc ce qui veut dire que le petit piquage qui est ici, c'est l'endroit le plus proche où on peut avoir la pression turbo. Donc c'est le mieux et c'est ce qu'on cherche à avoir le plus rapide, parce que si on prend sur le collecteur d'admission par exemple, on a les pertes dues à l'échangeur, etc. Enfin au tube, tout ce que vous voulez. Donc là, on a une info de pression turbo qui est hyper fiable et qui va venir se brancher ici sur la wastegate. Et qu'est-ce qui va se passer? On a ici donc la wastegate, on a un ressort qui lui fait qu'on comprime la membrane qui est ici et permet de laisser donc la position de la soupape en position fermée. Donc là, tous les gaz, quand c'est fermé, ils sont redirigés jusqu'au turbo. Donc ça entraîne le turbo, il n'y a pas de souci. Et c'est là que c'est intéressant. Donc on peut le voir dans une de mes précédentes vidéos, le choix du tarage du ressort de la wastegate, qui va lui s'opposer justement à votre pression turbo. Et en fait, c'est pour ça que moi, pour le déterminer, j'avais soufflé avec de l'air comprimé et un manomètre à la pression voulue. Donc là, pour l'instant, j'ai 0,7 bar, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez avec les ressorts qui sont fournis. Et en fait, ça va exercer une contre-pression. Donc plus on va gonfler ici, plus le ressort il va avoir du mal à se retenir. Et quand la pression désirée maximale sera atteinte, on va comprimer le ressort et la soupape, elle va se lever également. Et ce qui va permettre de rediriger les gaz d'échappement qui partaient au turbo à l'air libre ou à votre ligne d'échappement.
Le boost controller, c'est juste on va dire un potentiomètre, ni plus ni moins. C'est un solénoïde en fait qui nous permet de nous balader sur notre plage d'utilisation. Ça va leurrer, je pense, en fait le débit d'air qui va arriver ici. Et en gros, ce qu'il faut retenir du boost controller, c'est que si mon ressort là est arrêté à 1 bar, mon boost controller il ne me permettra jamais d'aller à plus d'1 bar. Ça, c'est mécaniquement impossible. Mais par contre, il me permettra de brider à 0,9 bar, 0,8 bar, ce qu'on veut. C'est si je prête la voiture à n'importe qui, j'ai pas envie qu'il prenne 1 bar, ou j'en sais rien, ou je suis en rodage, ou n'importe quoi. C'est à ça que sert le boost controller. Voilà pour les explications des sécurités mécaniques. Ok, donc maintenant qu'on a expliqué le rôle des sécurités mécaniques, donc la wastegate, je rappelle, qui est ici, la dump valve qui est là, on va maintenant s'intéresser un petit peu de plus près au capteur et surtout aux entrées et aux sorties du calculateur. Mon calculateur, il va avoir besoin de quoi? Il va avoir besoin d'un certain nombre d'entrées pour fournir un certain nombre de sorties. C'est une boîte magique, c'est un ordi, qui lui, avec toutes ces données d'entrée, va vous fournir en sortie les variables qui vous intéressent. Je m'explique. Donc, en entrée, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Déjà, numéro 1. On voit numéro 1, capteur PMH. Capteur PMH, on sait ce que c'est pour connaître à chaque instant la position de nos pistons par rapport au point mort. Numéro 2, capteur MAP, on l'a vu dans les précédents épisodes, donc c'est le capteur qui va nous permettre de connaître à chaque instant la pression dans mon collecteur. Le capteur TPS, pareil, il va nous servir pour la carto, mais ça va plus être pour les stratégies d'enrichissement. C'est-à-dire, je rentrerai dans les détails de ça plus tard, mais on a besoin de cette info également. Après, qu'est-ce qu'on a? Numéro 7, la sonde lambda, pareil, on l'a vu, qui va nous permettre de connaître notre richesse. Le numéro 6, le boost controller, ça c'est, je vous l'ai expliqué, mais c'est du luxe. Je ne veux pas vous embrouiller avec ça tout de suite, considérez qu'on n'en a pas besoin. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne l'avez jamais vu fonctionner parce que je suis en train de le monter. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a en numéro 10? La température d'air admis. Alors ça, c'est pareil, c'est pour rebondir un petit peu sur le débat qu'il y a eu avec le débitmètre, etc., la pertinence de mettre un capteur MAP, et parce qu'on a aussi ce qu'on appelle les capteurs MAF. Donc je n'ai pas encore de capteur de température d'intake, mais ce n'est pas grave parce que pour l'instant on ne va pas se compliquer avec ça. Donc on a dit mon calculateur il a besoin de toutes ces entrées et pourquoi? Qu'est-ce qu'il va fournir? Et déjà qu'est-ce qu'on lui demande de fournir au calculateur? Le calculateur on lui demande de fournir une quantité de carburant au bon moment et la bonne quantité surtout pour avoir un mélange stoichiométrique ou plus riche en fonction des phases qu'on veut faire. Donc on veut une dose de carburant, ou plusieurs, enfin vous m'avez compris, et on veut aussi une étincelle au bon moment. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de connaître plein de choses. Le point mort haut, pour savoir, parce que dans votre carto, vous allez lui dire, on va mettre 20 degrés d'avance à l'allumage. Mais donc 20 degrés d'avance à l'allumage, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'on va en fournir une étincelle, on va allumer la bougie 20 degrés avant que le piston atteigne le point mort haut. Ok, donc là on a une idée des capteurs, on sait à peu près où ils sont tous. Le capteur PMH est ici, le capteur MAP ici, le capteur TPS, donc ma dump valve, ma wastegate, mon boost controller, ma sonde lambda. Et donc après ça je vous ai dessiné, donc ça c'est mes bobines et ça c'est ma rampe d'injection. Donc là on sait pratiquement tout, enfin on a tout, on est prêt à s'amuser. Donc maintenant qu'on sait ce que mon calculateur va fournir en sortie, en fait ce qu'il fournit en sortie c'est ce sur quoi on a le pouvoir. C'est-à-dire que nous on a accès à la cartographie d'injection, on a accès à la cartographie d'avance à l'allumage. Donc je vais vous les montrer tout de suite à quoi elles ressemblent. Mais avant tout, je vais vous montrer comment on paramètre l'injection aussi. Parce que ça devient intéressant. Il y en a qui m'ont demandé comment on choisit les injecteurs, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, je vais vous montrer comment on paramètre l'injection, ce que le logiciel nous demande.
et à quoi va correspondre la table. Voilà, donc vous avez une petite idée donc, de à quoi ressemblent les tables d'injection et les tables d'allumage. Je pense que ça ne vous a pas avancé plus, ça reste que des tableaux remplis de valeurs. On a vu que la carte d'injection, en fait, c'est on va dire pour faire simple, c'est un coefficient multiplicateur du reg fuel qu'on a calculé tout à l'heure. Une fois qu'on a renseigné notre type de moteur, le débit de nos injecteurs, etc. Pour le point mort haut, on peut également paramétrer ça dans le CADATA. Moi, comme il était prévu pour M50, c'était déjà paramétré. Au niveau de la roue, vous devez dire de combien est composée votre roue, combien de dents équipe la roue dentée. Donc moi, je crois que c'est 60 moins 2. Et en fait, il y a donc possibilité de régler ça comme vous voulez ou de vous en faire une sur mesure. Enfin, c'est vraiment au choix en fonction des projets jusque les plus fous. Mais ce qu'il y a d'origine marche très bien. Donc le capteur PMH c'est bon. Et pourquoi je vous dis tout ça et pourquoi j'insiste avec ce schéma théorique qu'on regarde depuis 10 minutes? Parce qu'en fait, pour comprendre les logs, on va avoir besoin de tout ça, on va avoir besoin de savoir ce qu'on a. On va avoir besoin de savoir que l'AFR, tiens, le capteur est situé là, faut que ça devienne un automatisme, qu'on sache à peu près tout pour que quand on voit les logs, on puisse comprendre et se dire que c'est pas juste des lignes qui veulent rien dire, comprendre que voilà, quand on peut passer de 0 à 100% pédale en papillon, donc on va avoir un gros trait comme ça, enfin ça je vais vous les montrer, mais c'est vraiment pour moi important d'avoir ce schéma en tête. Donc, je vous laisse faire une capture d'écran avec ma tête à côté si vous voulez. Imprimez-le, mettez-le sur votre frigo, mettez-le dans votre chambre, au-dessus de votre oreiller, n'importe. Mais il faut déjà connaître très bien ça et connaître le rôle de chaque élément. Donc, encore une fois, s'il y a des questions là-dessus, il n'y a aucun problème. J'ai pu, comme d'hab, faire des trucs qui n'étaient pas forcément au top. Mais c'est déjà une bonne base et une fois qu'on a ce fonctionnement en tête, on va pouvoir commencer à déchiffrer les logs et à comprendre un petit peu ce qui se passe. Pour l'instant, on ne va même pas chercher les performances, on va déjà regarder si avec les roulages précédents, on a des valeurs de capteurs qui coïncident ou pas ou qui sont en cohérence avec ce qu'on a ressenti ou vécu. Par exemple, je vais vous remettre l'exemple d'un petit extrait vidéo qu'on voit ici. Donc cet extrait vidéo, moi, je me suis dit, putain, le turbo, enfin, je sais que c'est le début, qu'il y a les avances à allumage qui sont ultra safe, etc. Mais je sais que les avances à l'allumage, on va pas les faire grimper de dingue non plus. Et je me disais, ouais, le turbo, il charge quand même vachement tard, 5000 tours minute à peu près, je crois. Et je me suis dit, je vais quand même regarder les logs pour voir. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais eu un problème avec mon capteur TPS et qu'en fait, en pensant être en full throttle, mon calculateur ne voyait que 45% d'accélération. Donc ça m'a rassuré. J'aurais pu ne jamais m'en rendre compte aussi, mais là je sais déjà qu'il y a un problème. Alors avec le capteur TPS, est-ce qu'il est en fin de vie? Est-ce que oui, non? J'ai refait un log derrière suite à ça pour voir et j'ai bien réussi à prendre 100%, moteur éteint. Donc à voir, j'ai pas roulé depuis à nouveau, donc on va voir si ça a apporté si ça change quelque chose, si quand le moteur est en route, j'ai bien mes 100%, etc. Et c'est tout des petits, en fait ça va vous permettre en permanence de déceler une anomalie, si vous savez lire, mais bon, même moi, je suis pas du tout encore familier, j'ai pas fait beaucoup de logs, j'en ai pas exploité beaucoup parce que j'avais pas le logiciel. Le logiciel qui est d'ailleurs Megalog Viewer. Donc voilà, le troisième épisode sera plus consacré à ça et après on va retourner dans la voiture pour continuer la map en pratique. Voilà, ça fait beaucoup de théorie, mais je pense que c'est vraiment utile et important de comprendre ce genre de schéma avant de vouloir aller plus loin pour surtout préserver la santé de son moteur parce que c'est des vidéos, je ne vais pas vous mettre que je ne suis pas responsable de la casse, etc. Mais en aucun cas, voilà, s'il arrive quelque chose avec votre truc et vous direz, il me l'a pas dit ou quoi, moi je vous
conseille une chose, c'est d'essayer de prendre le plus de précautions possible. J'ai pas représenté, j'ai une sonde EGT qui me permet d'être la température échappement, on l'a déjà vu, qui va me donner une info. En fait, plus vous avez d'infos qui remontent et plus vous serez tranquille d'esprit, on va dire, et susceptible de déceler un problème aux prémices, enfin dès qu'il va démarrer. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, mettez des pouces, partagez la vidéo, faites tout ça et surtout posez vos questions parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà, à bientôt l'équipe.